Quand on grandit, beaucoup de nos questions trouvent des réponses. Et des choses nous paraissent de plus en plus claires. Du genre, on comprend pourquoi Batman est objectivement un meilleur perso que Spider... Non, je peux pas dire cette phrase, c'est pas possible. Qui a écrit cette merde? Malheureusement, il y a certaines de nos interrogations qui restent en suspens. Parce que personne n'a de solution à nous donner. Pourtant, comme tout le monde, j'aimerais connaître la fin des rats. Sauf qu'il n'y a pas de vraie conclusion, donc... je suis frustré. Et si c'est mon cas, alors que ma vie n'en dépend pas, imaginez comme c'est énervant pour un mec qui base toute sa chaîne YouTube sur le fait de raconter l'histoire de vieux dessins animés. Déjà qu'il est pas très doué, si en plus beaucoup de cartoons n'ont pas de fin, ça arrange rien. Donc un soir, il s'est dit, et si je théorisais sur comment ces séries pouvaient se terminer? Évidemment, l'idée était éclatée au sol. Et même lui, il l'a vite compris. Il faut se rendre à l'évidence. Il ne pourra jamais en parler. Adieu Shuriken School, la famille pirate, Galactic Football, ou même les mini-justiciers. Les seules personnes à savoir comment ces œuvres auraient dû se terminer, ça restera leur créateur. Tiens, mais peut-être que c'est une idée ça. Pourquoi on va pas leur demander? Parce que c'est un petit youtubeur minable que personne ne calcule? Ah bah ouais, sûrement. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a à perdre en essayant? C'est comme ça qu'il a commencé à acheter des bouteilles à la mer en espérant que l'un d'eux les reçoive. Et parfois, la vie peut nous réserver certaines surprises. Non seulement il a eu des réponses, mais surtout des infos exclusives que personne n'a jamais eues. Voilà comment ces cartoons qui vous ont marqué vont enfin avoir une conclusion. Aujourd'hui, le dernier chapitre des plus grands dessins animés de votre enfance va s'écrire. Tout ça grâce à un mec chelou en slip dans sa chambre. Eh ouais, c'est comme ça. Au sommaire de Third Good, du fun, avec tout de suite... Oh, bah ça faisait longtemps que je les avais pas vus ceux-là. C'est un épisode spécial. Shuriken School, c'est l'histoire de jeunes apprentis ninjas qui partagent tous le même rêve, devenir des maîtres incontestés des arts martiaux. Et pour y arriver, chacun a son propre style de combat. Genre, il y en a un qui se bat en tenue de plongée. Parce que rien de plus discret qu'un mec qui marche avec des palmes. Et si vous trouvez ça bizarre, dites-vous qu'il y a lui. Ouais, un cochon qui fait de la musique. Et son existence n'est jamais expliquée. Dans cette classe un peu particulière, il y a aussi Eizan, un des meilleurs élèves de l'école, mais surtout le héros de la série. Pourtant, il n'était pas du tout destiné à ça à la base. Sa famille tient un resto de boulettes de riz depuis toujours. Mais lui, il ne souhaite pas reprendre le flambeau. Il a d'autres ambitions. C'est pour ça qu'il a rejoint la Shuriken School, une grande école d'arts martiaux. Là-bas, il rencontre ses deux meilleurs amis. On commence par Okuni, une fille studieuse et très émotive, parce que, c'est un perso féminin dans les années 2000. Les hommes vous ont déçu? En ce cas, pourquoi ne pas faire confiance Aux femmes? Mais non, idiot. Voilà. L'autre ami d'Eizan, c'est Jimmy, un gosse de riche américain, mais surtout le petit rigolo de la bande. Pourtant, il a failli être leur pire ennemi, car à l'origine, il était inscrit à la Katana School, la rivale de l'école Shuriken. Elle est elle aussi dans la ville de Tokirohama, et son directeur comme ses élèves ne désire qu'une seule chose, éliminer toute concurrence. Pour ça, ils s'en prennent à nos héros à chaque épisode. Et c'est toujours à nos trois amis de sauver la situation, parce que, les profs servent carrément à rien. Entre ces deux-là qui n'arrêtent pas de se tourner autour, et le directeur qui préfère rester dans son bureau à compter ses billets, on n'est pas aidé. En plus, il fait 1m10 et il est chauve. La honte. Quoi? Globalement, les intrigues tournent autour des mêmes choses. La vie à l'école, l'apprentissage de nouvelles techniques ninja, et les confrontations avec les katanas. Il y a quand même certaines choses qui évoluent, comme la relation entre Eizan et Okuni qui a l'air de devenir un peu plus ambiguë. Mais ils ne s'avouent jamais leurs sentiments, car dans le tout dernier épisode, ils ne sont toujours pas en couple. Par contre, on y apprend que le père d'Eizan fait faillite et doit quitter la ville. Notre héros n'a pas d'autre choix que de dire adieu à ses amis. Tout ça, c'est à cause des katanas qui ont piégé les boulettes de riz du daron. Heureusement, comme à chaque fois, ils sont démasqués et tout rentre dans l'ordre. Du coup, on n'a pas de vraie conclusion. On sait pas si les élèves sont diplômés, si des couples se forment, ou simplement ce que nos héros deviennent. Et là, y a pas de réponse. On peut retourner tout internet, et je l'ai fait, mais il n'y a aucune info. Seule solution, oser demander aux créateurs eux-mêmes. C'est là que j'ai contacté les frères Gallego. Si vous l'avez pas capté à leur nom, ils sont espagnols. Et comment vous dire qu'avec mon niveau, ça a pas du tout été simple de leur parler. Mais sincèrement, c'est des mecs en or. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour quand même répondre à mes questions. Et je dois dire qu'ils ont pas fait les choses à moitié. Dans leur premier mail, sans que je le demande, ils m'ont envoyé des documents que je trouve incroyables. Et oui, on va parler de la fin de la série. Mais j'ai tellement kiffé ce qu'ils m'ont montré que je pouvais pas garder ça pour moi. Déjà, il y a les planches de leur toute première BD, qui fait fortement penser à un manga. Et c'est normal. Les frères Gallego sont extrêmement fans du Japon. D'ailleurs, dans leurs inspirations, il y a Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. C'est pour ça que juste là, on peut retrouver Goku et Krillin. Ouais, s'ils avaient suivi leur idée de base, on les aurait vus dans le dessin animé. Bon, évidemment, à cause des droits d'auteur, ça s'est pas fait. Par contre, ils ont quand même réussi à glisser un petit easter egg. Pig, c'est une référence à Oolong, un personnage important de Dragon Ball. On lui a enfin trouvé une raison d'exister. Sinon, j'ai aussi eu le droit à des concept art et des storyboards. Mais je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, donc pour ceux qui veulent, sans description. Bref, on passe à ce que vous attendez, la fin du cartoon. Au départ, l'idée pour Shuriken School, c'était de faire en sorte que chaque saison représente une année scolaire. Donc sur la deuxième, les personnages étaient en seconde année de ninjutsu. Et dans la troisième, qui était prévue mais qu'on n'a pas pu sortir, certains devaient être diplômés et commencer à avoir des missions, puis grandir. Enfin, on arrête
réussi! On est de vrais ninjas! Là où d'autres élèves comme Pig, Jacques et Nobunaga devaient se foirer et trouver une reconversion. Pour ce qui est des couples, on n'avait pensé qu'à une seule romance, celle entre Daisuke et Emi, deux camarades de nos héros. Mais Xilam, la boîte de production où on était, en voulait une autre. Et c'est là qu'on s'est dit que ce serait cool que Eizan et Okuni deviennent plus que des amis. Okuni, je t'aime. Ça y est, on connaît enfin toute l'histoire. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui les frères Gallego sont encore dans le métier et bossent sur la série Pirata et Capitano. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller voir. Galactic Football. Galactic Football, c'est pas une série facile à résumer. Si au départ on la regarde pour voir des matchs de foot, on est très vite plus intéressé par tout le reste. Que ce soit les intrigues politiques, les relations entre les personnages, ou encore le lourd passé des peuples de la galaxie. On découvre tous ces événements avec les Snow Kids, une équipe originaire d'Aquilian, et l'une des seules à ne pas posséder de fluide. Une énergie très puissante et unique à chaque planète, qui permet de faire des choses incroyables, mais aussi dangereuses si elle tombe entre de mauvaises mains. Genre, ça pourrait faire exploser tout un univers. Pour éviter que ça n'arrive, on a interdit de l'utiliser, sauf dans un domaine, le Galactic Football. Bon, sur le papier, ça paraît con. Mais osez me dire que vous n'iriez pas voir un match avec des mecs qui font des sauts de 10 mètres de haut et qui tirent du milieu de terrain. Le football, il a changé. Parmi les meilleures équipes, on retrouve les Lightnings, qui maîtrisent la vague ionique, un fluide permettant de se téléporter à la vitesse de l'éclair. Ou encore les Shadows et leur Smog, qui donnent une force incroyable, mais aussi la capacité de disparaître derrière une fumée noire. À une époque, c'était les rivaux d'Aquilian. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les Snow Kids ont perdu leur fluide, le souffle. Jusqu'à ce que, par miracle, ils s'éveillent petit à petit chez nos héros, ce qui leur ouvre les portes de la Galactic Football Cup, le plus grand tournoi interplanétaire. Sauf qu'au même moment, un étrange personnage cherche à conquérir l'univers. Son plan, créer une bombe en mélangeant les fluides des joueurs. Ok, avec du recul, fluide, c'est peut-être un peu chelou comme nom. Bref, si vous voulez plus de détails, j'ai une vidéo d'1 heure qui en parle. Après, il y a quand même un problème avec cette série. Elle se termine sur un énorme cliffhanger. Fais-les sortir de là, et plus vite que ça. Les kids! Où sont les kids? Il manque aussi May et Micro Ice. Ouais, la moitié des personnages disparaissent sans qu'on sache trop comment. Et ça fait 15 ans que le mystère reste entier. Mais il est temps que ça change. Salut, je suis Vincent Vandelli, je suis co-créateur de Galactic Football. On travaillait sur une série originale et je suis impliqué dans une nouvelle aventure pour faire revivre l'univers de Galactic Football avec la communauté des fans. Salut, je suis Flavien Vandelli, je suis co-auteur et créateur graphique sur la série Galactic Football depuis la première heure. Et on essaye aujourd'hui de remettre ça pour vous offrir de nouvelles aventures. Si je les ai contactés, c'est pour enfin connaître la fin de la série et comprendre ce qu'il devait y avoir après. La saison 3 de Galactic Football, elle s'arrête sur un énorme cliffhanger. Donc c'est pas ce qu'il y a après. Ça termine sur un truc assez incroyable. Pourquoi avoir fait ça et est-ce que finalement il va y avoir une suite? On révélait un petit peu plus maintenant. Déjà, il faut saluer le courage de l'équipe littéraire et certainement de Guillaume Motalan, qui est un de nos scénaristes depuis le début, qui fait partie de l'équipe et qui avait vu la fin de Galactic Football arriver avec la saison 3 et il fallait donner une dimension, ouvrir vers une suite et en même temps accrocher avec quelque chose de fort. Donc ça a été une proposition qui a été lancée alors que n'existait pas encore la solution écrite à l'avance de ce qui se passait réellement après. En gros, vous avez fait un cliffhanger sans savoir du tout ce qu'il y avait derrière ça. On y allait sans filer, quoi. L'envie aussi encore aujourd'hui, qui est aussi vive d'avoir une suite, elle tient un petit peu au fait qu'on a laissé en suspens une situation improbable, incroyable, inattendue à la fin de cette saison-là. Et grâce à cette façon de l'écrire de la sorte, je pense que ça a aussi entretenu la fièvre et l'envie d'avoir la suite. Ok, donc les mecs nous lâchent une bombe sans même savoir ce qu'ils vont mettre après. Mais en même temps, bah ça a marché. Ça fait des années qu'on attend la suite. Et justement, Vincent et Flavien m'ont annoncé qu'ils travaillaient sur une 4e saison qui commence 15 ans après le dernier épisode. Ce qui est intéressant justement dans cette ellipse, dans ce laps de temps qu'on ne connaît pas, c'est d'avoir laissé passer ces 15 années, toute cette suspension qui est restée à la fin de la 3e saison. Et nous, on s'inscrit aussi dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'on reprend une histoire 15 ans plus tard, on reprend pas la saison 4 juste après la fin de la saison 3. Et bien sûr, tout ce qui s'est passé aura un impact énorme sur l'activité de nos héros, de nos nouveaux héros. Okay. Et bien sûr, on révélera en filigrane toutes ces choses qui sont restées en suspens. Bon, évidemment, j'ai essayé de gratter quelques infos, comme les nouveaux designs des personnages. Donc voilà à quoi ressembleront Tia et Rocket. Ouais, ils ont un petit flou. Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails ou pas sur la série, sur ce qu'il y a en préparation finalement? Vincent, si tu veux, vas-y. Hein. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Tu retournes d'en savoir un petit peu plus. On est donc dans un futur où une planète, on va choisir cette fois délibérément d'aborder le sujet de la Terre. Okay. On est sur la Terre. Aquilian, la planète des Snow Kids, n'était pas à la Terre. Okay. Et on va donc aussi donner des clés de compréhension de l'univers de Galactic Football de manière un peu plus précise. Et donc, malheureusement, la Terre est devenue une gigantesque décharge galactique, un endroit absolument invivable. Mais une
équipe de jeunes marginaux sur cette planète, un mélange de personnages qui viennent de différentes planètes eux-mêmes, un peu comme des laissés pour compte, pour essayer de se battre, parce que c'est évidemment des gens qui se battent pour survivre dans cet environnement hostile, mais sont aussi des footballeurs hors pair, qui vont être repérés par nos anciens Snow Kids. Et ils vont essayer de s'inscrire à cette Galactic Football League, qui est une ligue des champions des meilleurs clubs de la galaxie, malgré l'interdiction de la planète Terre, qui n'est plus considérée comme une planète vivante, de participer à cela. Ils vont aller affronter successivement tout un tas d'équipes à travers la galaxie et vont devoir faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'inventivité et beaucoup de fluide aussi pour déjouer leurs adversaires. Inévitablement les adversaires sur le terrain. On va reprendre la mécanique de Galactic Football, c'est-à-dire que des histoires sur le terrain, et il y a aussi beaucoup d'histoires entre les personnages et des histoires même d'origine politique qui concernent la géopolitique de la galaxie et aussi du fluide lui-même. Qu'est-ce qui est devenu le fluide? Alors je ne vais pas vous dire aujourd'hui, mais inévitablement les événements qui se sont passés il y a 15 ans ont aussi modifié la façon dont on utilise le fluide dans cette galaxie. Et la galaxie n'est plus dirigée par les mêmes instances. Il s'est passé des choses. C'est ces choses-là qu'on se propose de présenter en suivant la formidable aventure de cette équipe qui s'appelle Los Angeles del Diablo. Allez, je vous balance même une autre info. Le nouveau méchant va s'appeler Lord Cypher. C'est le chef d'un cartel qui a la main mise sur toute la galaxie. Bref, je vous en dis pas plus. J'ai eu d'autres détails du scénario et je peux vous dire qu'il est très cool. Maintenant, si on veut que cette suite sorte, il faut que Vincent et Flavien trouvent assez de fonds pour relancer l'intérêt du producteur. Eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Les personnages sont imaginés, l'histoire écrite, mais ils ont besoin d'un coup de main. On peut les aider via un système d'abonnement sur Patreon que je vous mets en description. Et évidemment, il y a des contreparties. Grâce à ça, on va peut-être enfin connaître la conclusion de Galactic Football. On est encore présent, même si c'est le producteur à qui il appartient de faire le travail final, c'est peut-être à nous, avec vous, de rallumer la flamme et de rallumer cette mèche. Et perso, j'espère vraiment que ça va se faire. C'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit, donc ça me tenait à cœur de vous en parler. Maintenant, c'est à nous de jouer. Si je vous demande de me donner un moment où vous n'aviez aucun problème, normalement vous pensez directement à l'école primaire. Parce qu'à cette époque, le maximum du stress, c'était d'avoir ce pantalon. Là où en grandissant, on découvre souvent les joies du harcèlement. Et c'est justement de ça que parlent les mini-justiciers. D'une école primaire dont les élèves se font malmener à tour de rôle à cause de leur particularité. Genre y'en a un, Greg, qui pète en permanence. Et bizarrement, les autres sont pas très chauds à l'idée de se faire gazer, notamment Jimmy et Gros Loup, deux harceleurs notoires qui se moquent de lui. Après, loin de moi l'idée de dire qu'il le mérite, mais quand t'as des problèmes d'incontinence, tu dors pas avec tes habits de tous les jours. Sauf que cette nuit-là, il se passe un événement étrange. Parce que oui, toute la série tourne autour du fait que, sans raison, des gosses de 8 ans obtiennent des pouvoirs pendant une journée, et toujours en lien avec leurs défauts. Par exemple, notre cochon, il peut faire des sauts de 15 mètres de haut en se propulsant avec son cul. Et ça, ça impressionne beaucoup ses camarades, qui finissent par l'accepter, malgré ses flatulences. Pendant que la maîtresse, elle s'en fout. Ouais, si nous, un gamin qui arrive à faire ça, ça nous impressionne, pour elle, c'est une journée banale. Dis-donc que la veille, elle a sûrement vu une gamine qui louche, capable de dédoubler des objets juste en les regardant. Ça fait relativiser. Puis chaque épisode se termine sur une vraie morale. Du coup, voilà ce que Greg a appris. Celui qui dit qu'il pète jamais est un alien ou un menteur. Alors tu peux prouter en paix, faut juste éviter les vestiaires. Tu peux larguer où tu veux, c'est ok, juste pas dans les vestiaires. Et voilà. Ah là, on est bien. Globalement, chaque épisode est construit de la même manière. On peut quand même noter que dans la saison 2, c'est toujours les 5 mêmes amis qui obtiennent des pouvoirs, et qui s'en servent pour aider les autres. Là où avant, c'était une seule personne différente à chaque fois. Puis dans la 3e saison, on repart sur quelque chose de plus classique, avec un seul gamin qui se transforme par épisode, même s'il y a quand même des exceptions, notamment certains qui utilisent leurs facultés à des fins personnelles, ce qui conduit à des affrontements de super-héros. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Dans la première série, les élèves se font toujours harceler, puis leurs défauts se changent en capacités dont ils peuvent se servir pour faire le bien. Ils deviennent des sortes de justiciers. Personne ne cherche à se venger ou faire le mal. Ah, et aussi en saison 3, il y a des nouveaux élèves, parce que les anciens ont grandi, sauf de rares exceptions qui sont encore là, comme Sacha, le gros rat du fond de la classe, qui a visiblement bien redoublé. En bref, c'est un dessin animé qui parle de sujets importants, comme l'acceptation de ses défauts ou encore le harcèlement, mais sans réel fil conducteur ou conclusion. Enfin, évidemment, je vais vous en donner une. Par contre, avant ça, faut qu'on parle du contexte dans lequel les mini-justiciers ont été créés par Hélène Brûler, parce que l'histoire autour de la série est trop intéressante, et permet à la fois de mieux comprendre l'œuvre, mais aussi sa fin. J'ai vraiment eu un parcours
toujours idyllique. Le lendemain de mon diplôme des Arts Déco de Paris, j'ai été engagée comme directrice artistique de la jeunesse. J'ai publié mes premières BD chez Hachette, puis chez Albin Michel. À la même période, j'ai adapté les albums de Titeuf pour la Bibliothèque Rose, ce qui m'a financièrement permis de quitter Hachette, non sans regret, pour devenir auteur à part entière. Puis un jour, Zep, le créateur de Titeuf, a souhaité me rencontrer. Il avait aimé mes adaptations de son œuvre et il voulait que j'écrive des livres pour lui, un peu dans la lignée des Castor Junior. Je lui ai dit que je voulais écrire un guide sur la sexualité à ma façon. Il a tout de suite été emballé. Nous avions aussi une admiration mutuelle. Lui pour mon côté cash, mon style d'écriture qui revendiquait la clarté plus que l'originalité, et moi, évidemment, pour le génie du dessin qu'il était, et pour la naïveté essentielle de ses gags. Mais surtout, notre but était le même. Nous voulions tous les deux donner la parole aux enfants que nous avions été et faire les livres qu'on avait rêvé d'avoir quand on était petit. Bien évidemment, avoir Titeuf comme personnage du guide a joué un rôle essentiel dans son succès. Mais c'est notre complémentarité qui a été déterminante. Au moment où j'ai imaginé les mini-justiciers, je crois que je voulais surtout aider les enfants que Zep et moi avions été. L'artiste est toujours un peu égoïste. Mais en écrivant cette œuvre, j'ai abordé des sujets douloureux qui ne me concernaient pas directement. Et j'ai compris que j'avais envie de consoler des enfants qui m'entouraient. Les mini-justiciers, c'est aussi un acte artistique fusionnel entre Zep et moi. Un jour, je feuilletais un de mes carnets et je tombe sur des milliers de petits personnages animaliers adorables. Il a su que les personnages de ces carnets étaient déjà ceux de mes histoires. Un peu comme si nous étions les deux parties d'un artiste complet. Je savais comment dire et lui comment dessiner ce que nous voulions exprimer tous les deux. Les mini-justiciers étaient ainsi. J'étais leur histoire, Zep était leur visage. Je ne pourrais pas les imaginer autrement. Et encore moins les dessiner. Cette fusion artistique s'est peu à peu transformée en amour. J'ai accouché de notre fils, Charles. Et devenir une mère, ça déplace un peu le regard de soi pour s'ouvrir aux autres. Alors finalement, le besoin de consoler un enfant s'est étendu à la planète. Et c'est ce que j'ai fait avec les mini-justiciers. Dans le travail, la notoriété participe beaucoup à la promotion d'un projet. Le succès de Zep a beaucoup aidé à mettre en valeur le guide du Zizi et les mini-justiciers. C'était plutôt cool. C'est dans la vie privée que c'est difficile. Malgré tous les efforts que fait une personne pour rester la même, le succès finit toujours par la changer. Dans la vie privée, dans un couple, c'est destructeur. Les mini-justiciers ont une belle mission, celle de montrer qu'il n'y a qu'une façon de s'aimer, tel que nous sommes. Ce que j'aurais adoré voir comme fin, c'est imaginer l'histoire des adultes bien dans leur peau qu'ils seraient devenus, leur écrire les dialogues de ce qu'ils pourraient dire à leurs propres enfants pour les réconforter, et que la mission continue. T'en fais pas, l'école c'est moins horrible que ça en a l'air, même si on se passerait bien de la présence de certains. Allez les enfants, en classe! Oh, vivement la retraite. C'est bon papa, je peux y aller tout seul. Mais, spoiler alert, ce n'est pas la fin des mini-justiciers. Car oui, même si aujourd'hui Zep et Hélène Brûleur ne sont plus ensemble, ils sont encore amis et ont annoncé la sortie d'une 4e saison. Donc la conclusion qu'elle nous a donnée n'est sûrement pas prête de sortir, mais c'est pour le mieux. Dans la famille pirate, on suit les aventures de Victor McBernick, un bandit des mers en quête de trésors. Malheureusement, il n'est pas très doué et galère vraiment à rapporter la moindre pièce d'or. Là où son voisin, Irving le requin, lui semble très bien s'en sortir, ce qui évidemment rend jaloux le pauvre capitaine. La plupart du temps, il rentre les mains vides, et quand il est chanceux et qu'il trouve quelque chose, les coffres qu'il ramène lui réservent toujours de mauvaises surprises. Raison pour laquelle il est très dur pour lui de payer son équipage. Tous travaillent plus ou moins bénévolement pour lui. Perso, je me serais mis en grève pour moins que ça. Mais en réalité, ce qui intéresse Victor, c'est pas la mer ou les aventures, car son vrai trésor l'attend chez lui tous les soirs. Sa femme, Lucille, ses enfants, Scampi et Bigorneau, sans oublier leur crocodile de compagnie, sac à main. La chaleur familiale, mon petit Bigorneau, c'est le plus beau des trésors. Après, l'amour c'est bien, mais ça paye pas les factures. Et c'est les premiers à gueuler quand ils rapportent pas une thune. Dans cette série, on suit la vie de la petite famille sur l'île de la Tortue. Que ce soit les enfants qui vont à l'école, Lucille qui s'occupe de la maison, ou Victor qui fait mal son travail. Bref, tout ça, vous vous en rappelez sûrement. Mais la vraie question, c'est comment ça se termine? La première piste possible, c'est l'épisode 26, où Victor gagne un jeu concours sur un paquet de croquettes pour Croco. Et là, on parle pas d'une cuillère épée Star Wars, mais carrément d'un manoir sur une île paradisiaque. Lui et sa famille passent les jours suivants à préparer leur départ et à dire adieu à leurs amis. Ils vont même jusqu'à vendre leur ancienne maison à leurs voisins, les Le Requins. Puis vient le jour fatidique de leur départ vers leur nouvelle demeure. Mais en arrivant, ils se rendent compte qu'ils n'ont gagné qu'une simple boule à neige. Fallait lire les petites lignes en bas. Et ils repartent donc bredouille vers leur île d'origine. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont tout vendu, donc ils n'ont plus rien. Perdu en mer avec ses parents et ne sachant plus où aller, Bigorneau demande à son père s'ils reviendront un jour. Mais on va jamais revenir! Eh non, Bigorneau, c'était notre dernière apparition. À moins que tout le monde nous réclame, bien sûr.
Et visiblement, ça a porté ses fruits, car ils reviennent finalement pour une deuxième saison. Bon, globalement, c'est la même chose qu'avant. Retour à leur petite vie avec les mêmes aventures. Sauf que la série s'arrête brutalement peu de temps plus tard, avec l'épisode 40. Dedans, Victor et Lucille trouvent la formule pour transformer n'importe quoi en or, ce qui provoque une giga-inflation. Comme quoi, même dans les dessins animés, on n'est pas épargné. Bref, une journée banale chez les McBurnick. C'est le tout dernier épisode, et malheureusement, il est comme les autres. Du coup, si on peut pas compter sur le cartoon pour avoir une vraie fin, on pourrait peut-être creuser du côté des BD, qui sont sortis après. Fabrice Parme, l'un des créateurs de la série, voulait absolument faire une suite, et c'est ce qu'il a fait au format papier, où on suit ce qu'il arrive à la famille après le dernier épisode. Bon, je vous passe les détails, mais le premier volume parle d'esclavage, ce qui nous donne des cases un peu bizarres, là où le second nous apporte un peu plus de réponses. Avec pour commencer, le retour du père de Victor, qu'on n'a jamais vu dans le cartoon, à croire qu'il était parti chercher des clopes. On apprend aussi que Scampi travaille maintenant dans la gendarmerie. Ma fille est officiellement gendarme. Oh, je suis le plus fier des papas. Et sans que je l'aide en plus. C'est pas comme Irvine, qui a dû pistonner son fils pour qu'il entre aux archives juridiques. Tout ça, c'est bien, mais il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et des personnages dont on n'a même plus de nouvelles. Mais surtout, toujours pas de réelle conclusion. Le problème, c'est que, je peux pas trouver d'autres infos. Pas de saison 3, pas d'autres BD ou d'autres médias sur lesquels m'appuyer. Cette fois, plus le choix. Si je veux avancer, il faut contacter un des créateurs. Et là, coup de chance, il y en a 4. Mais devinez combien m'ont répondu. Pour être honnête, 0. Yves Coulon, l'un d'entre eux, est parti en retraite 2 mois avant mon message. Et on parle d'un mec qui a une carrière de plusieurs dizaines d'années. Ouais, vraiment, pas de chance. Là, je vous avoue que j'ai un peu commencé à désespérer. J'ai envoyé je sais pas combien de mails, cherché sur des forums très sombres, mais rien. Carrément, je suis même retourné sur Facebook. C'est vous dire à quel point je savais plus quoi faire. Mais au final, c'est ça qui m'a sauvé. Parce qu'après plusieurs mois, j'ai reçu une notif Messenger. C'était Stéphane Bernasconi, l'un des créateurs que j'avais justement contacté. Et il était carrément chaud pour répondre à mes questions. Il m'a d'abord expliqué à quel point la famille pirate a été une belle aventure. Oui, je souhaitais produire une comédie d'animation autour du monde de la piraterie, car il n'y en avait pas encore à la télé à cette époque. Pirates des Caraïbes n'est sorti qu'en 2003. Notre concept à nous tient dans les 2 mots du titre. Des pirates totalement sédentarisés, qui pourraient être considérés comme paradoxal. Il suffisait ensuite de forcer le twist, sitcomiser le tout et multiplier les références à notre quotidien pour créer de la comédie. Je venais d'avoir un fils à l'époque, et les premiers personnages auxquels j'ai pensé étaient donc Victor, Bigorneau et Sakama. Aujourd'hui, le succès de la série ne m'impacte pas, même s'il me fait plaisir. La famille pirate a bercé l'enfance d'une génération, mais par contre, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas. Mais la page n'est jamais vraiment tournée, et les personnages continuent d'exister dans la mémoire de ceux qui les ont connus. Pour des raisons de production, la saison 2 s'est arrêtée au 14e épisode, soit un total de 40. À la fin de la saison 1, les McBurnick ont vendu leur maison, croyant avoir gagné un palace. Le dernier plan se terminant sur le dialogue entre Victor et son fils, appelant les spectateurs à réclamer une nouvelle saison. Ça n'a malheureusement pas été possible de faire la même chose sur la 2e qui se termine sans vraiment clore la série. Choisissez celle que vous préférez, car au final, aucune version n'est meilleure que les autres. Prenez simplement celle qui vous fait rêver. Là encore, on n'a pas vraiment de fin. Mais maintenant, on comprend mieux pourquoi. L'appel qui nous a été lancé à la fin de la saison 1 n'a pas été suffisamment entendu. C'est pour ça que la seconde partie s'est arrêtée brusquement. Et perso, je sais pas, j'arrive pas à me dire qu'on n'aura jamais de dénouement. Et c'est là que j'ai parlé à Stéphane Bernasconi d'une vidéo que j'ai trouvée dans les fins fonds d'internet. Dessus, on y voit Patrick Préjean et Arthur Pestel, les voix originales de Victor et Bigorneau, jouer leurs personnages comme s'ils venaient de se revoir après de très longues années. Et ils nous apportent leurs propres conclusions. Le créateur me dit même que si pour lui les McBurnick sont des personnages de l'enfance et restent figés dans le temps, il est très heureux que des gens aient imaginé une autre fin, surtout s'ils ont participé au dessin animé. Bigorneau, vieux loup de mer, comme tu as changé. Comment va la vie sous les mers? Les enfants doivent être grands maintenant. Scampi est une inventrice maintenant. Elle a même créé un engin pour nettoyer les océans. Quelle famille extraordinaire. J'en ai de la chance. Et ma chicoulie? Toujours le même. Toujours en train de concocter des plans ou des potions. Il a même ouvert une boutique sur l'île Tortuga. Ah, ça lui ressemble bien. Et Lucille? Lucille continue de commander à la maison et au marché noir. Elle pourrait donner des leçons à n'importe quel capitaine de la marine. À notre famille et à de nouvelles aventures, mon fils. Non, à l'aventure, à la famille et à l'amour qui dure toujours, papa. Je sais pas si vous aussi, mais j'ai clairement compris que Victor et Lucille étaient plus ensemble. Et je crois que j'aurais préféré pas savoir. Au final, j'étais venu chercher une conclusion et j'en ai eu plusieurs. Celle de la série qui n'en est pas vraiment une à cause d'une chute d'audience. Celle de Fabrice Parme, qui dans sa BD nous raconte la suite des aventures de la famille. Ou encore le point de vue des comédiens de doublage. Bref, choisissez celle que vous préférez, car au final, aucune n'est meilleure que les autres.
Quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, il y a des dessins animés qui me sont tout de suite venus en tête, comme Oggy et les cafards, les Dalton ou encore Garfield. Sauf que les créateurs de ces trois-là sont malheureusement décédés. Et je me vois pas fouiller, contacter les producteurs ou certaines de leurs connaissances pour avoir des réponses. Donc un peu à contre-cœur, j'ai mis ces cartoons de côté. Et puis il y en a d'autres comme Corneille et Bernie qui vous semblent sûrement évidents. Sincèrement, j'aurais aimé vous en parler. Mais Emmanuel et Stéphane Franck, les deux frères qui en sont à l'origine, ne sont plus joignables et ont visiblement tourné la page. Et bon, je fais un aparté rapide parce que je sais que ça en intéresse certains. J'ai quand même réussi à contacter des personnes qui ont bossé sur cette série. Et elles m'ont toutes dit que les équipes qui ont travaillé sur la première saison n'étaient plus du tout les mêmes sur la seconde. La plupart des gens ont visiblement quitté le navire. Je sais pas pourquoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, ça s'est pas fait dans la douceur. Parce que dans les différents mails que j'ai pu échanger, j'ai lu des trucs du genre, la première partie de Corneille et Bernie était cool, contrairement à la seconde qui était franchement pas terrible. Ouais, climat un peu tendu, mais j'en connais pas les raisons, donc on va pas s'étendre dessus. Je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, Stéphane Franck vit aux États-Unis et dessine un comics assez sombre, Silver. Mais à part ça, c'est tout. Désolé. Heureusement, c'est pas le cas de tous les dessins animés, dont un auquel vous avez forcément pensé, les Rats. Bon, pas besoin de vous faire un résumé détaillé, on y suit Rapido et Razmo, deux rats qui vivent dans un bateau rempli de fromage. Le rêve, le capitaine du navire, le cuistot et la mécanicienne cherchent à tout prix à s'en débarrasser. Alors évidemment, ils mettent des pièges à souris, mais les rongeurs ne se laissent pas faire, et les prennent pour fabriquer des ratboards. Un putain de mélange entre un overboard et une moto qui vole que Razmo a construit. Ouais, parce que c'est un peu le scientifique et le moins con des deux. Là où Rapido, il est plutôt bon vivant. J'ai aussi doublé Gérard Depardieu. Un talent incroyable et pas du tout la grosse tête, un bon vivant comme moi. C'est marrant, on dirait les mecs qui essayent de le défendre aujourd'hui. Sinon, en ayant dit ça, j'ai à peu près tout résumé. Les épisodes sont presque tous les mêmes, et sont surtout portés par l'humour d'Eric et Ramsey. Mais il y a quand même l'introduction de certains autres personnages, comme ce gros chat bleu qui est clairement une référence à Oggy. Ils en avaient tellement rien à foutre. Vous me remettez ça aux normes ou vous payez une amende. Non mais ça va pas, il pète les plombs l'écolo, il est trop serré dans son slip ou quoi? C'est sûrement grâce à ce genre de blague qu'au moment de faire cette vidéo, c'est aux Rats que j'ai directement pensé. D'ailleurs, j'ai commencé l'écriture il y a 1 an déjà. Et pour être honnête, je dois des excuses à Monsieur Z, le créateur de la série, parce qu'il a été le tout premier à me répondre. Donc ça fait un moment. Et j'ai un peu sous-estimé l'envergure du projet. Il a carrément eu le temps de faire une interview chez Légende, que je vous recommande d'ailleurs. Mais évidemment, j'ai quelques trucs à ajouter. Déjà, les Rats sont fortement inspirés de la vie de Monsieur Z. Rapido est fait pour lui ressembler et Razmo est à l'image de son meilleur pote. Et pourquoi il a choisi des rats? Parce qu'il a vécu dans un appart à Strasbourg qui en était infesté. Ça l'a vraiment marqué. Surtout la manière dont il s'en est débarrassé, avec des tapettes à souris. Cet objet est resté dans un coin de sa tête jusqu'à devenir les ratboards. Ouais, car une voiture qui va trop vite, on appelle ça un cercueil sur roue. Et là, l'auteur a voulu imaginer l'équivalent, mais pour les rongeurs. Après, il a continué de piocher autour de lui pour créer Svetlana, inspirée d'une femme de ménage. Et Benny, dont l'idée lui est venue après un repas dans un resto chinois. Le sushi de requin, c'est excellent! Alors surtout que tu bouges pas, ça va un peu piquer les yeux. Faut pas aller chercher bien loin. D'ailleurs, au départ, il devait s'appeler Marilinova et Chop Chop. Sauf que ça n'a pas été gardé. Les producteurs s'y sont opposés sans qu'on sache trop pourquoi. Puis Monsieur Z a ajouté un capitaine au navire et c'est bon, son cartoon était né. Enfin, pas tout à fait. Il faudra attendre que le studio Xilam s'intéresse par chance à ses travaux. Ce qui est normal quand on sait qu'au départ, c'est un mec qui fait des campagnes publicitaires. Donc rien à voir. Puis ensemble, ils commencent à animer et dessiner la série. Mais maintenant que les personnages existent, bah il faut leur trouver des voix. Et justement, au même moment, deux comiques connus pour leur stand-up commencent à se faire un petit nom. Eric et Ramsey. Comme les Rats, c'est un peu un sketch à chaque épisode, ça peut que matcher. L'idée de mettre le duo sur Rapido et Razmo, c'était du génie. Prochaine fois, t'auras qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'antival avant de piquer quelque chose. Patate. Ah ouais, patate, moi, patate. Toi, Razmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère. Le fait qu'ils aient mis leur humour dans le cartoon, ça fait toute la différence. Mais c'est quand même à nuancer, parce que Monsieur Z m'a expliqué qu'il n'y a jamais d'improvisation totale dans l'animation. Tout est maîtrisé à l'avance. Oui, Eric et Ramsey ont changé certains mots et expressions pour que ça colle mieux à leur jeu. Sauf que beaucoup de blagues étaient déjà écrites. Pas exactement pareil, mais quand même. Les scénaristes ont largement eu leur rôle à jouer. Bon, par contre, on peut quand même leur reprocher une chose. De ne pas avoir fait de fin. Bon, je vais vous décevoir. J'ai pas eu Eric et Ramsey. J'aurais bien aimé, hein, mais bon, ils préfèrent aller chez Squeezie. Arrêtez, hein. Faut pas voir les coulisses. Putain, personne ne doit savoir que je le fais à poil. Et en même temps, j'ai pas besoin d'eux pour vous dire que, bah y a pas de conclusion. Putain, la vidéo qui tombe up là. Monsieur Z m'a directement envoyé des dessins de Rapido et Razmo, dans un style beaucoup plus moderne. Je me suis dit, wow, trop bien, est-ce que ça veut dire que va y avoir une suite? Non. Il a juste fait ça par plaisir. Comme tout le reste de la série au final. Parce que, je vous l'ai dit, les Rats ont été imaginés comme des sketchs. Dans chaque épisode, il y en a un nouveau qui prend pas en compte le précédent. Il n'y a pas de numéro 1 ou 53. C'est juste une série de blagues qui n'a pas d'autre but que de nous faire kiffer. Et ça a marché. On a adoré rire devant les conneries de Rapido et Razmo, même si on les comprenait pas toutes. Et vous savez quoi? C'est peut-être mieux qu'il n'y ait pas de fin. Ça rend la série éternelle. Comme un chapitre qu'on ne finit jamais et qu'on peut relire par nostalgie. Le dessin animé est devenu culte, mais il restera figé à son époque. Toutes les personnes qui ont travaillé dessus ont tourné la page. Mais c'est à nous de décider de fermer le livre. Ou pas.
S'il devait y avoir une chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'aucun créateur ne peut être sûr que son œuvre aura une fin. Et ça, même s'il en avait prévu une au départ. C'est malheureusement ce qui est arrivé à la famille Pirate, Shuriken School ou encore Galactic Football. Alors savoir que des gens comme Vincent Vandelli se battent pour mettre un point final à une histoire qui a bercé notre enfance, ça nous fait forcément un truc. Et ils ont raison d'y croire. C'est pas rare que des suites sortent après plus de 10 ans d'absence. Par exemple le foot de rue, qui a eu le droit à 2 nouvelles saisons. Ou les mini-justiciers et Code Lyoko, qui reviennent très bientôt. Alors pourquoi d'autres cartoons ne connaîtraient pas le même destin? Par contre, tous les créateurs ne veulent pas forcément faire de conclusion. Certains ont des envies plus simples. Si on prend Monsieur Z, il a toujours voulu faire un dessin animé sans continuité. Une série dont on peut regarder tous les épisodes sans jamais avoir l'impression que la page se tourne totalement. Grâce à ça, on a pu rêver et kiffer devant les rats sans avoir le sentiment de devoir dire adieu à Rapido et Razmo. Aujourd'hui, ces personnages, comme tous les autres de cette époque, restent quelque chose de précieux au fond de notre mémoire. Un moment de nos vies dont on gardera éternellement de très bons souvenirs. Et si parfois tout nous semble plus trouble et compliqué, on peut encore sourire en se rappelant de la joie qu'ils nous ont apportée. Alors continuons de nous en souvenir et de rester... Ok, ouais, elle est pas mal ta vidéo. Par contre, je me remets toujours pas de ton intro, hein. Dire que Batman est mieux que Spider-Man, surtout, je suis très déçu de toi. Et surtout, faire une vidéo pour dire comment se terminent tes dessins animés éclatés. Et non, t'es très bon dessin animé. Mais pas dire comment se termine Amazing Spider-Man 2 et la suite, ça me saoule. Voilà, bah abonnez-vous sinon. Ciao les gens.